j'appelle maintenant à la tribune Emmanuelle Cos et Pervenche Berès. Et pendant qu'elles viennent, j'en profite pour remercier infiniment Pervenche, qui est une vraie amie. C'est quoi une vraie amie? C'est quelqu'un qui a tous les titres pour intervenir dans un colloque comme ça et qui n'est pas dans le programme, mais qui décide de venir écouter. C'est très rare. Et c'est quelqu'un, quand on l'appelle à 16h pour lui dire qu'on vient de recevoir un message d'Audrey Pulvar qui a un empêchement, et qui, sans hésiter une seconde, dit « pas de problème, j'interviens à sa place ». Donc, merci beaucoup pour avoir accepté. Un mot sur notre première table ronde. On a déjà eu des éléments très intéressants qui ont été apportés par Laure Salvin. Peut-être avec ce sentiment qu'on est dans un moment de bascule un peu étrange, où d'un côté on sent qu'il y a autour de ces sujets une mobilisation qu'il n'y avait sans doute pas il y a quelques années. On le voit, on l'a vu il y a quelques jours avec, en France, mais aussi dans d'autres pays, la mobilisation des lycéens. On l'a vu il y a quelques semaines avec le succès de la pétition et les 2 millions de signataires. On l'a vu avec l'évolution de la hiérarchie des priorités qu'a présenté Laure Salvin. C'est vrai de manière générale en Europe, c'est vrai davantage encore en France. D'un côté. Et puis, d'un autre côté, on voit les difficultés, les résistances d'un certain nombre de pays, les États-Unis au premier chef, d'un certain nombre de secteurs, voire d'un certain nombre de citoyens qui, lorsqu'ils sont contribuables et sont mis à contribution, peuvent être plus réticents. Et donc, entre ces deux mouvements, on est parfois pris, ou on peut être pris d'un sentiment de découragement, du sentiment que l'on va trop lentement, que l'on ne va pas assez loin. Et donc, entre ce verre à moitié plein et ce verre à moitié vide, je voudrais peut-être qu'on commence par ça. Quel est le regard que vous portez, à la fois sur l'action de l'Union européenne de ces dernières années, et puis sur ce qui vous semble être la priorité pour les années à venir? Merci Gilles, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je pourrais dire en tant qu'écologiste que la déception et l'inquiétude, pour moi, quelles que soient mes critiques sur l'Europe, aujourd'hui, elles sont pas liées à un dysfonctionnement européen, mais surtout au fait que les choses vont beaucoup plus mal que prévu sur les questions climatiques et environnementales. Et c'est ça aussi qui a changé dans la présentation que tu fais, Gilles, c'est que, en tout cas, si je parle de la France, mais c'est le cas dans beaucoup d'autres pays européens, en effet, les enjeux environnementaux, climatiques, de protection de la biodiversité, de la question de la santé, sont aujourd'hui bien plus partagés dans la société, très clairement dans les jeunes générations de moins de 30 ans, mais ça vient aussi dans les autres générations. Mais on a aujourd'hui une connaissance scientifique qui nous montre que, y compris ce que moi je disais en tant que chef de parti écologiste il y a 6 ans, est complètement dépassé. Ce qui nous met l'inquiétude, elle est là en fait, c'est que, y compris dans des discussions que j'ai pu avoir en tant qu'écologiste avec les socialistes sur ces sujets-là, y compris dans les débats des européennes de 2014, en fait, il s'est passé beaucoup de choses qui sont extrêmement inquiétantes. Et c'est là aussi où, pour réfléchir à ce que j'allais dire à cette table ronde ce soir, moi-même, je suis en train de changer de pied. C'est-à-dire que j'ai longtemps, d'une part, pendant longtemps, l'Europe a été moteur sur ces sujets-là. Pendant longtemps. Ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, mais pendant longtemps, elle l'a été, y compris dans les premiers paquets climat-énergie, elle l'était, et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ça ne veut pas dire qu'il faut bannir ou rejeter ce qui est fait, mais par rapport à l'inventivité, l'innovation et le leadership qu'avait l'Europe, y compris en 2009 à Copenhague, malgré l'échec de Copenhague, on n'est plus exactement là aujourd'hui. L'Europe a aussi changé, les contraintes des 27 pays sont aussi différentes.
Et puis la seconde chose, c'est que les États aussi, je pense, sont schizophrènes sur ces questions-là. Et là, je parle de mon point de vue national française, parce que je ne veux pas parler à la place de Pervenche, qui, elle, a l'expérience du Parlement européen. Mais y compris ayant été membre d'un gouvernement, je l'ai bien vu sur certaines négociations. Je pense qu'aujourd'hui, les États sont un frein à prendre en compte les enjeux qui s'imposent à nous aujourd'hui au niveau européen. Et d'ailleurs, paradoxalement, les crises environnementales, c'est des crises qui dépassent les nationalismes. Les sujets que nous avons aujourd'hui dépassent complètement les enjeux nationaux. Et pourtant, nous avons une montée du nationalisme, y compris sur ces sujets. Regardons le mouvement actuel en France sur le pouvoir d'achat lié aux gilets jaunes et tout ça, qui quand même part de la question des taxes carbone, quelle que soit la manière dont ils ont été ficelés. Alors, tu me demandais les enjeux précis. Il y en a beaucoup. Mais moi, j'en liste certains qui, y compris, me semblent très importants au niveau européen. Les enjeux de pollution atmosphérique et donc de politique des transports derrière, qui sont des enjeux réels. Et évidemment, la question du Dieselgate, mais il y a d'autres sujets. Les enjeux de mutation de l'appareil industriel européen, qui va nécessiter de l'investissement colossal dans les pays pour qu'on puisse aider des pays à sortir d'économies dépassées, parce que trop émettrices de gaz à effet de serre. Et je pense que sans un accompagnement très particulier au niveau européen, nous n'y arriverons pas. Évidemment, ça paraît peu sexy de parler de ça en politique, mais pour moi, c'est un des sujets essentiels, et y compris pour des pays comme la France. On a raté ces mutations-là il y a quelques décennies, et se posent aujourd'hui des questions de souffrance sociale dans les anciens bassins miniers, par exemple, très, très fort. Et puis un enjeu qui va au-delà des enjeux environnementaux, mais la question alimentaire. Donc derrière la question agricole et la question des perturbateurs endocriniens, qui est un sujet de santé environnementale qui est devant nous et qui va avoir des enjeux sur les coûts de santé publique à l'échelle européenne extrêmement importantes. Il y en a évidemment plein d'autres. Et je crois qu'il ne faut pas non plus qu'on demande tout et n'importe quoi à l'Europe, mais qu'on arrive à trouver au niveau européen des sujets fédérateurs sur les enjeux environnementaux qui permet d'apporter un leadership très fort au niveau national. Et j'en prends juste un exemple, le plan Juncker, enfin il s'appelait comme ça, si je ne me trompe pas, où la France est, je crois, le deuxième pays bénéficiaire des investissements Juncker, que moi-même, en tant que ministre, j'ai considérablement été utilisée sur les questions de logement. Ça nous a permis de vraiment développer des projets de transition énergétique environnementale que l'on n'aurait pas fait. Personne ne le sait, à part les technos dont je fais peut-être partie. Sauf que c'est ce plan-là qui a par exemple permis à l'échelle française qu'on redresse considérablement la production de logements, et ce qui a été traduit après par des chiffres extrêmement bons. Donc il faut qu'on trouve cette traduction-là, parce qu'aujourd'hui, on est tous un peu mal de voir comment la critique de l'Europe et des institutions européennes l'emporte sur l'engouement, et il faut qu'on trouve des traductions concrètes pour que les citoyens européens puissent s'inscrire là-dedans. Et je suis trop bavarde, comme d'habitude. Ah non, c'était parfait. Impressionnant. Non. Eh bien, Pervenche, peut-être à la fois réaction et intervention liminaire. Cher Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Alors effectivement, je ne suis pas Audrey Pulvar, donc n'attendez pas la pensée d'Audrey Pulvar, vous aurez celle de Pervenche Berès, mais sur ces sujets-là, je pense il peut y avoir une contribution que j'espère vous trouverez utile. Merci France d'être à Paris. Je crois que c'est la première fois que tu viens en tant que candidat. Et pour moi, c'est très important que tu sois là, parce que je crois que le Parti socialiste a décidé de rester membre du Parti socialiste européen. C'est pas un scoop, c'est naturel. Mais ça signifie que nous sommes derrière toi dans cette campagne. Et je crois que c'est très important de le dire, et que tu le saches aussi ici ce soir. C'est la raison de ta présence. Emmanuel, quand même, tu conclus en disant le plan Juncker, c'est grâce à ça qu'on a pu continuer à faire du logement social compatible avec le développement durable, et tu as commencé par dire l'Europe ne sert plus à rien. Donc, c'est QFD, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, l'Europe continue à servir à quelque chose. Et je crois que dans cette campagne, c'est très important, France, que tu écoutes tout ce que je vais dire. Hein. Tu as compris, hein? Bon. Dans cette campagne,
pour les socialistes français, parce qu'on est quand même en France, même si on va faire une campagne très européenne, forcément, je crois que ces questions-là sont celles qui permettent, ou qui sont les seules à partir desquelles nous avons une vraie chance de réconcilier les aspirations très individualistes des gens et une action collective. Et j'en veux pour preuve, y compris l'affaire des Gilets jaunes. Parce que les Gilets jaunes nous disent quelque chose sur la façon d'aborder ces questions-là, oui ou non. Et quand on fait de la politique depuis un certain temps, on est quand même frappé de ce que la militance a perdu de sa fougue, a perdu de son... Et être militant, c'est avoir une approche globale, c'est avoir une vision du monde et vouloir se servir du pouvoir pour la mettre en place. Et aujourd'hui, on voit bien que les gens ne se mobilisent pas sur cette vision globale. Ils ne nous croient plus. Peut-être parce qu'on n'a pas assez mis en œuvre, peut-être qu'on a été trop frileux, trop... Bon. Mais ils ont du mal à nous croire. Sauf qu'ils sont capables de se mobiliser comme des fous, avec des signatures de pétitions incroyables, sur des sujets qui les concernent. Donc c'est leur approche individualiste d'une cause qui est forcément une cause collective. Et donc je crois que pour nous, pour les sociodémocrates, si on le fait intelligemment, c'est-à-dire en combinant forcément protection de l'environnement, modèle de développement économique compatible avec ce développement, respect de la biodiversité, préoccupation de la qualité de l'alimentation et de la santé, qui est tout ce sujet qu'on aborde quand on dit environnement, et lutte contre les inégalités sociales, on est dans la bonne équation. Et ça, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Même si au Parlement européen, on va entendre des horreurs dans la campagne, comme dans toutes les campagnes, mais moi je vous le dis ici ce soir, sur ces sujets, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre les votes des Verts et des socialistes français au Parlement européen. Et il faudra s'en souvenir dans la campagne. Mais bon, une fois que j'ai dit ça, où est-ce qu'on en est? Il faut regarder deux choses. Qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on peut proposer? Tu me donnes combien de minutes? 2? 3, mais ça fait pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Il faut regarder ce qui a été... Beaucoup a été fait. Emmanuel, très justement, a évoqué le plan Juncker. Je voudrais revenir un instant sur le plan Juncker. Quand le plan Juncker sort, nous, moi et une autre copine néerlandaise, on dit on veut 40% de réservé pour la transition écologique. Et Jean-Claude Juncker nous dit, vous voulez mon plan? C'est comme je veux, ou vous l'aurez pas. Et de toute façon, on veut mobiliser de l'investissement privé, donc on ne peut pas imposer une contrainte à l'investissement privé. Vos 40% pour la transition écologique, vous allez les rhabiller. Il revient avec son Juncker 2, et là, c'est venu, 40%. Et puis ça arrive au Parlement européen, et les socialistes me disent « Ah non, non, mais le PPE n'en veut pas, et comme on veut obtenir des tas de choses dans la négociation, il ne faut pas qu'on mette ça en plus, parce que pour être fort, il faut qu'on ait un fort mandat du Parlement européen, donc il faut qu'on soit d'accord avec le PPE là-dessus. » Eh bien, on a quand même obtenu les 40%. Et quand on est dans le nouveau plan qui s'appelle InvestEU, pareil, et non seulement on l'a pour le successeur du plan Juncker, mais on l'a aussi en fil conducteur pour l'ensemble du prochain budget de l'Union européenne. Donc ces projets, ces affaires, c'est une vraie affaire européenne, c'est-à-dire que ça avance en catimini, personne ne le voit, personne ne le sait, et c'est la même chose avec l'économie circulaire. Tu te souviens, Franz, une de nos premières batailles avec toi, peut-être parfois contre toi. Tout le monde te disait il faut retirer cette proposition sur l'économie circulaire, c'est un truc, ça va casser l'industrie, ça va casser l'innovation, c'est pas possible. Et puis nous, y compris les socialistes à l'initiative, on a dit l'économie circulaire, c'est un machin vachement important. Maintenant, tout le CAC 40, il se précipite là-dessus en ayant compris que c'était un truc qui allait être utile pour eux. Mais il a fallu résister, il a fallu se dire. Je dépasse mon temps de parole, mais je voudrais quand même vous dire, dans ce qui a été fait, il y a trois échelons qu'il faut regarder, qui sont les 3 façons d'aborder cette question de la transition écologique. D'abord, il y a tout ce qui concerne l'orientation de l'investissement, ça c'est le plan Juncker, c'est très important, parce que c'est ça qui permet de piloter l'économie de façon plus sereine, si j'ose dire, que l'autre aspect qui est l'aspect de la fiscalité.
Parce qu'on voit bien que sous l'aspect de la fiscalité, comment est-ce qu'on continue à faire de la fiscalité avec de la redistribution? C'est plus compliqué. On y reviendra peut-être dans le débat. Et le troisième élément, qui est évidemment celui sur lequel j'ai le plus directement travaillé, c'est les indicateurs que vous donnez au marché financier pour vous assurer que cette orientation des investissements se fait en faveur de la transition écologique. Et je pense que c'est tout à fait clé. C'est une bataille qui fait rage. Je ne sais pas si on arrivera à la terminer dans ce mandat, mais elle est tout à fait engagée. Sur l'avenir, 2 mots. Pour vous dire que nous, les socialistes français, dans le groupe socialiste, et sous l'impulsion de Udo Bullmann, on a vraiment mis cette question de la transition écologique et de la lutte contre les inégalités sociales comme un arc-boutant de ce qu'on propose à France et aux partis comme axe de la campagne électorale, avec ce programme pour une Europe de l'égalité durable. Et je me réjouis de voir que dans le manifeste qui sera adopté à Madrid dans quelques jours, ça figure en bonne place. Je crois que c'est un axe tout à fait essentiel, d'où l'importance du débat ce soir. Merci, Pervenche. Réaction, Emmanuel? Déjà, je n'ai pas dit que l'Europe servait à rien. Hein. Je n'ai surtout pas dit ça parce que c'est vraiment pas ma position. Je dis simplement que ce qu'elle était il y a 15 ans sur ces enjeux-là, elle ne l'est plus. Et notamment dans la négociation climatique. Et je crois qu'il faut en avoir conscience. Pour justement Mais c'est pas vrai, les accords de Paris, ils ont été conclus parce qu'il y avait un camp de base qui s'appelait l'Europe derrière la diplomatie française. Pervenche, pour y avoir été beaucoup et pour avoir épluché le paquet climat-énergie, je pense que vraiment il y a un sujet. Et notamment, la question de l'énergie en soi est un sujet européen. Et j'ai bien vu le sondage ce qui a été montré, mais ça poserait des questions nationales autres. Je vais pas dire là, mais aujourd'hui, quand même, ce que l'on voit, c'est que la meilleure compréhension des enjeux environnementaux, y compris par le monde économique, elle existe parce qu'en fait, les créations de richesses, elles vont se faire aujourd'hui dans la question de la transition énergétique et environnementale. Donc, il faut pas non plus, il n'y a pas que par envie de sauver la planète que certains s'y mettent, mais c'est pas grave, il faut prendre tout. Tout est bon toute initiative est bonne aujourd'hui pour mobiliser sur la sauvegarde de notre environnement. Je pense néanmoins que il faut qu'on ait des objectifs assez précis au niveau européen qui peuvent être aussi des traductions très concrètes de ce que c'est la construction européenne pour le citoyen là où il est. Les questions d'énergie, et il y a évidemment des enjeux que beaucoup répètent depuis longtemps, qui sont les alliances, une alliance possible sur les énergies renouvelables, comme on a fait par le passé celle sur le charbon. C'est pas un petit enjeu, et je pense qu'il est extrêmement important. La seconde chose, c'est que du fait de mes convictions et de ma construction politique, moi je ne dissocie jamais les enjeux écologiques des enjeux sociaux, et je crois qu'y compris dans cette campagne, il faut qu'on pose la question de l'éradication de la pauvreté et des enjeux environnementaux. C'est pour moi une formulation peut-être complexe, mais aujourd'hui, politiquement, si on a un truc à faire quand on se considère dans la social-démocratie écologie, je ne sais pas comment l'appeler, l'enjeu de l'éradication de la pauvreté, y compris en France, est crucial. Et y compris les modèles très libéraux qui sont à l'œuvre aujourd'hui, y compris dans notre pays, montrent bien que ce n'est pas une idée partagée par tous, mais il faut qu'on la pose, parce qu'en effet, le mouvement des Gilets jaunes en France, c'est pas un mouvement anti-écolo, c'est un mouvement qui est lié aux capacités de vivre correctement et de pouvoir avoir des choix. Et y compris, c'est intéressant, toutes les études qui ont été faites sur eux montrent que c'est des gens qui aimeraient plutôt avoir des comportements mieux-disants sur les questions environnementales. Simplement, la dernière chose que je voulais dire, parce que j'y tiens, on n'a pas parlé des enjeux internationaux et de la politique internationale de l'Europe qui, sur ces enjeux-là, est essentielle. Et en effet, tu l'as dit sur la négociation climatique, mais aussi sur la question migratoire. Et là, je peux pas ne pas le dire, mais peut-être que ce qui m'a le plus marqué dans ces 6 dernières années, depuis 2014, c'est la faiblesse. Je ne sais pas si c'est la faiblesse de l'Europe ou la faiblesse des États européens, et je fais volontairement la distinction sur la question migratoire. Et ça, c'est quelque chose que on est obligé de s'affronter à ça et d'être très clair dans la prochaine échéance électorale, quelles que soient les positions que nous portons. Parce qu'en effet, c'est très lié, et y compris ce qu'on défendra dans les prochaines négociations climatiques ont une répercussion sur les enjeux d'accueil de la population qui aujourd'hui migre vers l'Europe. Merci Emmanuel. Quand je disais tout à l'heure que l'Europe était sur beaucoup de sujets plus divisée
qu'elle ne l'était précédemment, la question migratoire est sans doute l'exemple le plus patent. Je ne crois pas qu'il y ait eu des conseils européens plus rudes que ceux qui ont eu lieu au moment du pic de la crise migratoire dans toute l'histoire de la construction européenne. Peut-être plus que la Grèce. Sur l'autre point, ce que disait Emmanuel sur la nécessité de lier la question environnementale et la question sociale, c'est parce que nous en sommes tellement convaincus que nous avons créé un nouvel observatoire à la Fondation il y a quelques mois, auquel Emmanuel participe, qui s'appelle précisément Observatoire pour la transition environnementale et sociale, avec l'idée de lier les deux, et je crois que c'est très important de le faire. Ces deux précisions ayant été faites, on poursuit le débat. Pervenche, est-ce que tu as des réactions ? Deux, trois choses. D'abord, sur les choses concrètes qui ont été avancées, encore une fois, je vais pas faire le catalogue à l'après-vert de toutes les législations qu'on a adoptées au cours de ce mandat et qui sont des initiatives européennes sur lesquelles la Commission a mis des éléments sur la table et où le Parlement européen a joué un rôle majeur. Bon, c'est la première fois qu'on a une législation sur l'interdiction de certains usages plastiques. C'est la première fois qu'on a un accord qui a été conclu il y a 3 jours, 2 jours, 3 jours, 2 jours, sur des contraintes en termes d'émissions de CO2 sur les camions. C'est la première fois que sur le CO2 automobile, on a des objectifs aussi précis. Donc il y a beaucoup de législation. Il y a un point avec lequel, Emmanuel, je suis assez d'accord avec toi, mais qui rejoint une difficulté qu'on a sur beaucoup d'autres thèmes, qui est la contrainte dans laquelle les États se mettent au moment de la négociation. Et c'est une chose qui m'a frappée en entendant Laure décrire les aspirations des Européens et qu'on retrouve dans certaines études qu'a faites Gilles. C'est-à-dire qu'au fond, quand on voit les aspirations des Européens sur tel ou tel thème, on se dit que leur gouvernement devrait pouvoir être assez allant dans la négociation. Or, quand on arrive au Conseil, il n'en est rien. Et on l'a vu sur le glyphosate, on l'a vu sur les perturbateurs, on le voit sur beaucoup de sujets très concrets que tu as évoqués. Et je veux revenir au point que j'ai développé tout à l'heure avec cette idée que pour les sociodémocrates, cette thématique articulée autour de transition écologique et lutte contre l'injustice ou les inégalités est une voie absolument majeure. C'est pas uniquement un aspect de politique intérieure, c'est aussi c'est aussi ce que nous avons à dire au reste du monde. Bien sûr, il y a la question de nos valeurs, de nos démocraties, etc. Mais là-dessus, c'est un débat d'une autre nature. Sur ce que, dans la compétition mondiale, où l'Europe, pour la première fois, n'est plus un objet neutre qui peut ne pas se préoccuper de sa position à l'international, l'Europe aujourd'hui est attaquée. Et elle ne s'est pas préparée à ça. Elle s'est toujours développée comme un marché intérieur. Et tout d'un coup, elle est attaquée par Poutine, par la Chine, par les États-Unis. Et donc, elle doit se défendre. Et dans les moyens de se défendre, l'idée que c'est elle qui invente et qui est le fer de lance de cette transition écologique, avec la question de la justice sociale, c'est, je pense, quelque chose où ça doit nous permettre de refaire le lien entre le local et le global dans la campagne. Et donc de réenchanter une conviction européenne. C'est, me semble-t-il, les axes très forts que nous devons porter quand on aborde ce thème dans la campagne. Allez, vous avez... Je regarde. Non, mais je ne vais pas parler beaucoup. Mais... Non, 2 minutes de conclusion chacune. Je partage beaucoup de ce que dit Pervenche. Non, je pensais à une chose, c'est que après l'échec de Copenhague sur les négociations climatiques, ce qui a permis quand même de, pas simplement d'arriver à l'accord de Paris, mais de redonner un peu de peps à tout ça,
ça a été d'intégrer la place de la société civile, des ONG, des territoires dans la négociation, avec un 4e acteur au niveau onusien. Et je pense quand même que pour contrer la schizophrénie dont on a parlé sur comment les États européens se comportent au niveau des institutions européennes, il me semble qu'il faut quand même que l'on continue la question de la relation avec les territoires décentralisés, pas simplement les grandes régions, mais y compris les villes. La victoire de la ville de Paris, de Madrid et des autres villes signataires d'un recours devant la justice européenne sur les enjeux de la pollution de l'air, et ce n'est pas les États qui ont fait ce recours. Y compris, je suis sûre que l'État, même dans le gouvernement dans lequel j'étais, n'aurait pas voulu le faire, ce qui est un autre problème. Mais c'est par les grandes villes, c'est par les villes du C40 qu'on a réussi à faire ça. Et je pense que demain, ça aura une traduction dans des politiques nationales ou européennes. Et il faut qu'on arrête juste de se contenter de la question des fonds européens. Parce que, y compris, on est dans un tel système où ils sont absolument nécessaires, mais je mets au défi quiconque de remplir un dossier FEDER. Moi, je l'ai fait. Pierre aussi, je pense que voilà. Mais il faut se rendre compte aujourd'hui ce que l'on fait vivre aux collectivités territoriales, aux territoires qui sont les acteurs de ces changements-là, et y compris du secteur économique. Et c'est peut-être ça aussi qu'il faut qu'on arrive. Un enjeu sur renouveler la citoyenneté européenne et donc la retraduire dans des objets extrêmement concrets, mais aussi que les institutions européennes et le Parlement européen et la Commission arrivent à renouveler des relations avec les territoires à un moment où les États eux-mêmes, et je pense notamment à la France, ont beaucoup de mal à avoir des relations avec leur propre territoire décentralisé. Et je pense que c'est extrêmement intéressant d'aller chercher ça, y compris pour des coalitions entre régions européennes, y compris, il y a des régions aujourd'hui en Pologne, où je pense qu'elles seront plus moteurs que l'État polonais sur les enjeux dont nous allons parler, et qui chercheront des liens avec des régions italiennes, espagnoles ou françaises. Et c'est peut-être là aussi un moyen d'inventer une nouvelle histoire de cette construction européenne. Merci Emma, le mot de la fin. Dans la campagne, si on est d'accord pour dire que c'est un de nos principaux axes, je ne vais pas faire du Nicolas Hulot, mais ça suppose quand même de tirer un fil de cohérence qui va assez loin. C'est ce qu'on a essayé de faire avec notre document sur le Progressive Society. Et c'est vrai que, par exemple, la question des conditions dans lesquelles fonctionne le pacte de stabilité ou le semestre européen, qui n'intègre pas du tout l'impératif du financement et de la mise en œuvre de cette transition écologique, est une question que nous devrons poser. Sur le bilan, je veux quand même dire aussi, parce qu'il faudra s'en servir dans la campagne, tu vois que c'est quand même à l'initiative des socialistes français que le Parlement européen a eu une commission d'enquête sur le Dieselgate, qu'on a eu une commission spéciale sur les pesticides. Ça fait quand même partie des choses sur lesquelles, je crois, on peut capitaliser. Et puis, pour conclure sur le dernier mot de la fin, ce que tu dis sur les territoires, évidemment, parce que les territoires sont d'abord les premiers en contact avec cette inquiétude citoyenne qui fait que les citoyens sont prêts à changer de comportement parce qu'ils se rendent compte que leurs enfants sont pollués, que les vieux sont pollués, qu'eux-mêmes sont pollués. Bon. Mais on ne va pas comparer l'Europe à l'Amérique de Trump, mais c'est un peu ce que Bloomberg a dit à Trump. Quand Trump a commencé à dire qu'il n'allait pas respecter les accords de Paris, Bloomberg a dit « j'en ai rien à fiche, moi dans ma ville on va le faire ». Et il y a eu un mouvement qui s'est développé dans les villes comme ça. Et c'est très bien, parce que c'est comme ça aussi que s'organise une forme de pression. Mais ce qui ne signifie pas qu'il faut abandonner le levier le global. Et dans ce global, je crois d'abord que l'Europe doit totalement, et ça, Franz, quand tu seras président de la Commission, il faut que tu ailles un peu plus loin que ce qu'a fait Selmayr. Parce que Selmayr, il a fait ses clusters, tu te souviens? Bon, tu connais ça par cœur mieux que moi. C'était très bien. Sauf qu'il y a un truc qu'on n'a pas assez fait, c'est l'articulation entre les politiques extérieures et les politiques intérieures. Et on ne peut pas avoir une politique commerciale qui n'intègre pas totalement nos objectifs environnementaux. Dans un monde moderne où on va être en guerre économique, ça fait vraiment partie du corpus de ce que doit être une politique commerciale. Et puis, aussi, je crois que
tu demandes où est le camp de base Europe pour soutenir la grande négociation internationale. J'espère que le grand pacte, le pacte mondial pour l'environnement verra le jour avec un soutien fort des Européens. Ça serait un beau prolongement, me semble-t-il, de la conférence de Paris et un bon signal de du futur que nous proposons. Merci beaucoup à Emmanuel et à Pervenche.